Bonsoir et bienvenue sur ce webinaire durant lequel nous allons commenter nos résultats semestriels après vous avoir envoyé la lettre aux actionnaires numéro 116. Bonsoir à toutes et à tous et ravi d'être là ce soir. Un mot sur nos effectifs. On démarre toujours nos webinaires sur notre personnel, nos effectifs, et vous voyez que le nombre de personnes dans le groupe Thermador a tendance à se stabiliser. C'est tout à fait normal puisque nous avions à la suite des événements du Covid, beaucoup recruté pour faire face à un fort développement. Et maintenant que nous voyons ce développement se transformer en baisse de chiffre d'affaires, une stabilisation des effectifs. Bien évidemment, nous n'avons pas pris de décision de réduire les effectifs. Vous savez que ce n'est pas la politique du groupe. Nous préférons capitaliser sur les personnes présentes et nous sentir prêts à redémarrer lorsque l'activité sera meilleure. Un regard sur l'activité avec sur ce graphique 4 années durant lesquelles nous voyons 3 chiffres. Le premier chiffre que vous voyez ici, c'est sur l'année 2021, c'est 21,1%, c'était la croissance à l'époque de chiffre d'affaires. Un effet prix en orange et en gris-bleu, vous avez l'effet volume. Et donc vous voyez que sur ces 4 années, une tendance qui était 100% positive en 2021 et 2022 est maintenant 100% négative. Nous avons une baisse de chiffre d'affaires de 16,1%, un effet prix négatif de 2,5% et par voie de conséquence, une baisse de volume. Quelques éléments qui nous viennent de nos clients. Alors, tout d'abord, le syndicat Coedis, qui regroupe tous les grossistes en sanitaire chauffage en France, ou quasiment tous, donc ça donne un très bon aperçu des tendances marché. Et nous voyons que sur le premier semestre 2024, la tendance est fortement négative, moins 9,1 sur les 6 premiers mois, et avec sur les 2 derniers mois une accélération de cette baisse, puisque au mois de juin, on est à 15,6, moins 15,6. Je rappelle que les grossistes sanitaires chauffage, comme vous le savez, sont nos clients historiques et de très grands clients pour nous. Quelques éléments sur la construction de logements neufs. Alors là, c'est sur une très longue période, puisqu'on est de 2015 à 2024. Et nous voyons que nous sommes toujours dans le bas du cycle, historiquement très bas. Alors l'impact pour le groupe est limité, puisque ça n'a d'impact que sur environ 10% de notre activité consolidée. Pour autant, c'est pénalisant, et tout particulièrement sur 2 de nos filiales, PBTUL et Thermacome, qui vendent des matériels destinés au logement neuf. Donc la courbe du haut montre les permis de construire qui continuent à baisser. Celle qui nous intéresse plus, c'est la courbe orange, celle qui est en bas et qui montre les mises en chantier. Là aussi, on voit que nous ne constatons toujours pas de remontée. On reste vraiment dans le bas de la cuvette, ce qui laisse présager pour les 2 filiales que j'ai citées tout à l'heure, des mois encore négatifs, voire quasiment un an de difficultés dues au contexte. Ensuite, des éléments sur le canal grand public, et tout particulièrement les grandes surfaces de bricolage qui sont nos clients. C'est au travers de l'association INOA que nous regroupons les chiffres des fournisseurs de ces grands clients. Et vous voyez que là aussi, la tendance est négative depuis le début de l'année, quasiment moins 6%, avec mois de mai et mois de juin qui sont particulièrement négatifs et mauvais. L'industrie maintenant. L'industrie, alors la diapositive précédente, j'ai oublié de rappeler que ça pesait à peu près 17% de l'activité du groupe au travers d'Odrea, Mecafer et Domac. L'activité industrielle, environ 23% de l'activité du groupe. Nous suivons les indices PMI, à la fois en France et en Europe. Et nous voyons que ces indices sont toujours inférieurs à 50. Nous avons même, il semble même que nous stabilisions, que ces indices se stabilisent autour de 45, 47, ce qui montre qu'on est toujours sur une tendance baissière sur l'industrie manufacturière en France et en Europe. Alors ça n'est pas favorable
pour les sociétés qui vendent des produits destinés à l'industrie en France, mais également pour les sociétés qui le font en Europe et un petit peu en Afrique. Pour résumer, canal grand public, moins 17,9, canal professionnel, moins 15,7, ce qui fait un total à moins 16,1. Donc nous affrontons un contexte tout particulièrement difficile, le plus difficile que nous ayons connu depuis 25 ans dans le groupe Thermador. Donc il faut se tenir prêt quand même à affronter ce contexte. Et je parlerai des perspectives tout à l'heure. En attendant, je vais céder la parole à Patricia qui va nous commenter les chiffres et la finance. Donc sans surprise, avec une baisse du chiffre d'affaires à moins 16%, nous avons publié un résultat qui est en baisse à la fois au niveau résultat opérationnel et résultat net. Le résultat opérationnel baisse de moins 27,8% quand le résultat net, lui, baisse de moins 26,6%. Pourquoi le petit écart entre le résultat opérationnel et la baisse du résultat opérationnel et la baisse du résultat net? L'explication est en lien avec notre résultat financier puisque nous avons un résultat financier qui est à l'équilibre à fin juin 2024 et donc ça veut dire que mécaniquement avec le placement de notre trésorerie, les produits financiers engrangés, nous avons pu netter avec nos charges d'emprunt. Voilà. Et donc, ce qui n'était pas le cas à fin juin 2023, puisque nous avions en fait enregistré une perte de moins 650 000. Donc, mécaniquement, notre résultat financier nous a apporté un plus de l'ordre de 700 000 € au niveau du compte de résultat. Donc ça explique l'écart entre les moins 27,8% et moins 26,6%. En termes de taux d'impôt, on reste relativement stable à 25,8-25,9%. Voilà, donc je vais vous commenter un peu plus donc, la marge et les charges. Donc je vais passer sur la diapositive suivante. Donc là, vous avez le compte de résultat qui est relativement, avec les grands postes. Donc, si on prend donc, les indicateurs financiers que nous suivons particulièrement, donc ça concerne le résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires. Et là, on est sur un 12,6% versus 14,6%. Donc comment expliquer cette performance ou cette baisse de performance? Ça s'explique par la nature de nos frais, puisque nous avons dans nos frais une part importante de frais fixes. On va l'évaluer à peu près à 80%. Et donc le reste est variable et donc fonction du volume d'activité. Donc dans ces frais variables, on va retrouver les frais de transport, on va retrouver les frais d'emballage, puisque nous emballons nos produits pour la livraison à nos clients. Nous allons retrouver aussi certaines commissions sur vente et également le recours à l'intérim, notamment au niveau de notre logistique. Donc, et la partie variable des salaires. Oui, mais j'allais y venir, mais je vais finir, excuse-moi. Et la partie aussi variable du salaire, puisque la partie rémunération variable représente 21% du package global des rémunérations et est déterminée sur la base du résultat opérationnel. Donc quand on a une baisse du résultat opérationnel, mécaniquement, les rémunérations variables baissent à part égale. Donc ça fait partie donc, de nos frais variables. Ce qui est important de voir, c'est le maintien de notre taux de marge, puisque si on regarde par rapport à fin juin 2024, on est donc sur un 36,08 versus 34,86. Donc nous avons préservé notre marge commerciale. Et ça, c'est le résultat à la fois de nos équipes commerciales, à la fois au niveau de nos équipes achats qui ont bien défendu les prix à l'achat, bien défendu les prix à la vente. Et on ne cède pas à ces tendances baissières de prix, même si on a une déflation de moins de 2,5%, on maintient notre taux de marge commerciale. Et ça fait partie aussi du savoir-faire de nos équipes sur le terrain et sédentaires. Donc voilà pour les éléments concernant donc, notre rentabilité à fin juin 2024. Je vais passer ensuite sur je pense qu'il me manque une diapositive. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc ensuite, donc ça c'est l'indicateur dont je vous parlais, qui est le résultat opérationnel en pourcentage donc, du chiffre d'affaires.
comme nous le présentons sur plus de 10 ans, nous le comparons au chiffre d'affaires net hors IFRS 15. Donc IFRS 15, ce sont les participations publicitaires que nous prenons en charge, que nous payons à nos clients. Et donc là, on a un taux qui est de l'ordre de 12,34%. Versus en fait un taux à 12,8% que nous avions juste à post-Covid, puisque 2020, on avait mars 2020 le début du Covid, et à fin décembre 2020, on était vraiment, on avait déjà, on était en fait en période Covid. Donc on retrouve en fait un niveau comparable légèrement à 2020. Je vais revenir donc sur la structure financière. Donc les éléments majeurs de notre bilan, vous retrouvez les capitaux propres qui représentent plus de 365 millions, constitués de nos réserves et des résultats que nous avons accumulés. En lien avec cela, toujours au niveau de la structure financière, nous avons des montants de stock qui sont de l'ordre de 180 millions versus 192 à fin juin 2023. Une légère baisse faciale de l'ordre de 12 millions d'euros. Il n'empêche que si on regarde en nombre de mois d'achats consommés, on reste stable par rapport à juin 2023 avec un 196 jours. Donc ce qu'il faut voir également, c'est qu'on a des retards d'acheminement et nous avons quand même beaucoup de marchandises sur les bateaux. On a plus de 23 millions versus 11 millions à fin juin 2023. Donc voilà, donc ça c'était un élément quand même à porter à votre connaissance. Ensuite, concernant la trésorerie, je vous ai parlé du résultat financier. Effectivement, nous avons cumulé une trésorerie positive à hauteur de 47 millions, qui est en forte progression par rapport à l'année dernière, à fin juin 2023 et également à fin décembre 2023. Cette trésorerie, si nous la comparons à nos emprunts et dettes financières, qui, je le rappelle, sont à taux fixe sur une période de 5 à 7 ans et sont des emprunts qui sont en lien avec les acquisitions que nous avons réalisées, nous présentons finalement une dette nette qui est positive à plus de 15 millions. Donc là, c'est l'image de la trésorerie. Le point à souligner, puisqu'à fin mars 2024, nous avions communiqué sur la trésorerie qui était d'un niveau de 45 millions et nous avions dit attention, on a quand même les dividendes à payer nous allons pouvoir tester notre capacité à générer suffisamment de cash pour couvrir en fait, ce paiement des dividendes. Et quand on voit le niveau au 30 juin 2024, on peut dire que les 45 versus les 47, nous avons créé suffisamment en fait, de cash pour en fait, payer les dividendes. Concernant le cash vient d'où? Ce qui est important, c'est la façon dont on a généré du cash, puisque nous avons généré du cash sur les premiers 6 mois. C'est en lien avec notre besoin en fonds de roulement, puisque quand vous regardez notre actif, effectivement, ce qui est important, c'est stock, créances et les dettes fournisseurs sur la partie passif. Donc, nous avons généré du résultat. Donc, ça nous a apporté en fait une capacité d'autofinancement. Derrière, nous avons mangé du cash, dépensé du cash pour pouvoir financer notre besoin en fonds de roulement à hauteur de 15 millions. Et derrière, nous avons des flux d'investissement. Donc, c'est en lien avec nos acquisitions d'immobilisation et le paiement des dettes fournisseurs d'immobilisation que nous avions à fin décembre 2023. Et nous avons payé pour 7,3 millions d'investissement. En tout cumulé, les acquisitions plus les dettes fournisseurs. Et tout ça, ça nous donne en fait un cash flow libre qui est quand même relativement conséquent à plus de 38 millions. Et ça nous a permis de rembourser nos dettes et de payer nos dividendes. Donc voilà, donc ça explique la génération du cash. Et quand on regarde donc, notre besoin en fonds de roulement en lien avec l'exploitation, on remarque on reste autour des 40%. Notre besoin en fonds de roulement d'exploitation représente 40% de notre chiffre d'affaires. Je vais passer ensuite sur les investissements, puisque je vous en ai parlé en lien avec la génération de cash sur ce premier semestre. Nous avions présenté en début d'année notre montant estimé d'investissement à hauteur de 9,4 millions. Nous avons refait un point sur les sur les investissements qui avaient déjà été engagés sur le premier semestre 2024. Et nous avons redemandé à nos filiales de refaire une prévision des investissements. Et donc nous annonçons donc finalement une révision de ce montant d'investissement, puisque nous serons plutôt sur 7,3 millions
à la fois avec une petite baisse sur l'immobilier et une baisse aussi au niveau des filiales. Il n'y a pas des investissements qui sont arrêtés. Il y a des investissements en fait, qui vont se reporter sur l'année 2025 en lien avec des projets qui sont gérés par nos filiales, notamment un sur la filiale qui est Sferaco, qui travaille sur l'optimisation de sa logistique. Et ce sont des projets qui sont très structurants, à la fois au niveau de l'informatique et au niveau des flux. Et ça explique pourquoi ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Et donc la décision sera prise sur fin 2024 avec une dépense en 2025. Donc voilà pour la partie investissement. Je pense qu'après, je passe la parole à Guillaume qui va vous présenter les perspectives pour le deuxième semestre 2024. Alors avant de parler des perspectives, on va faire un petit rétro-pédalage et regarder ce qui s'est passé depuis 2020 sur la croissance organique par trimestre. Donc vous voyez, chaque bâtonnet représente la croissance organique trimestrielle. Et vous voyez que depuis le deuxième trimestre de l'année 2023, nous sommes de plus en plus négatifs. Donc on a touché le fond, je dirais, au T1 et légèrement remonté au T2 2024. Il est clair que nous attendions une remontée plus rapide, mais manifestement, celle-ci sera plus progressive. Et on vous donnera tout à l'heure des éléments sur la tendance mois de juillet. Quelques éléments qualitatifs. Alors vous savez que MaPrimeRénov' est très impactant pour le groupe Thermador, hein, puisque c'est une subvention, c'est une aide d'État qui permet de faire de la rénovation énergétique sur les bâtiments. Cette prime rénov a beaucoup fonctionné en 2023 et s'est quasiment arrêtée sur la première partie de l'année 2024 du fait d'un changement de réglementation. Donc ça nous a quand même fortement pénalisé, notamment Thermador et Isocel. Nous estimons la perte de chiffre d'affaires pour le groupe Thermador d'environ 20 millions d'euros sur cette activité MaPrimeRénov'. Alors, quelles sont les perspectives? Il y a eu des aménagements qui ont été faits par les pouvoirs publics, applicables dès le mois de mai 2024, mais nous constatons actuellement que ces aménagements n'ont pas véritablement d'effet, en tout cas pas l'effet escompté, et nous n'espérons pas un raz-de-marée de rénovation sur la deuxième partie de l'année. Sans doute une amélioration, mais en tout cas, pas d'euphorie sur la rénovation sur la deuxième partie de l'année, ce serait une surprise. Et donc, on voit que les pouvoirs publics sont de plus en plus focalisés sur l'année 2025 et sur le principe qui a été énoncé début 2024, qui est de mettre l'accent sur la rénovation globale, chasser les fraudes éventuelles, mettre en place l'accompagnateur Rénov', qui est un maître d'œuvre chargé d'accompagner les particuliers dans leurs projets, et éventuellement d'éviter toute fraude. Donc ce vaste projet qui a eu du mal à s'enclencher en 2024, les pouvoirs publics estiment cette fois pouvoir réellement le relancer en 2025 et travailler plus sereinement, plus sérieusement, à plus long terme sur ce vaste chantier qui concerne notre pays, puisque les émissions de CO2 dues au bâtiment constituent quasiment une des principales sources d'émissions en France. Et nous estimons que ce chantier va durer plus d'une quinzaine d'années et nous comptons bien prendre une part active dans la fourniture pour ces différents chantiers de rénovation énergétique. Le logement neuf, je dirais que là les nouvelles sont plutôt mauvaises, hein, puisque la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure date de ce matin ou d'hier. Donc on voit que nous restons toujours dans une situation très basse, avec pour l'instant pas de signaux véritablement sur les mises en chantier de redémarrage. Les seuls signaux que nous avons du marché, c'est une détente sur les taux d'intérêt immobiliers, ce qui montre toujours, ce qui sont toujours des signaux précurseurs à une relance de l'activité immobilière. Un petit focus sur la tendance au mois de juillet, ce n'est pas notre habitude, mais je pense que vous étiez demandeur d'un peu plus d'informations. Nous avons fait une photographie de la tendance vendredi dernier, vendredi soir. Malheureusement, cette tendance reste mauvaise hein, quand on regarde le chiffre d'affaires par jour. Alors même si le mois de juillet 2024 est beaucoup plus intéressant parce qu'il est constitué de 23 jours à comparer à 20 jours en 2023, toutefois, quand on regarde le chiffre d'affaires par jour, on reste sur une tendance à moins 13.
Alors vous allez me dire, c'est un peu moins mauvais que le deuxième trimestre, mais ça reste quand même très négatif. Sur le cycle de l'eau, nous suivons avec attention et tout particulièrement avec les filiales qui sont concernées par le cycle de l'eau. Nous suivons avec attention l'évolution de la réglementation. Nous avons eu un arrêté au mois de juillet qui précise les modalités d'usage de la réutilisation d'eau sur des industries type agroalimentaire. Nous étudions ces arrêtés de manière à imaginer, comprendre, penser aux solutions et produits qui pourraient mieux convenir au marché et à ces nouvelles réglementations qui se mettent en œuvre pour réutiliser les eaux usées et sauvegarder l'eau potable en France. Vous savez que là aussi, on est sur un enjeu majeur et sur un vaste chantier pour notre pays. Et enfin, quelques perspectives sur la tendance prix. Avec l'estimation faite gentiment par les filiales à la fin du mois de juin, nous arrivons à une estimation d'un impact prix de moins 3%. Alors je vous rappelle, fin juin, on est à moins 2,5 d'impact prix. Nous terminerions l'année à moins 3 sur 12 mois glissants. On va se redonner un petit peu de champ et reprendre un petit peu d'optimisme. Nous sommes toujours sur un plan de croissance long terme. Vous savez que dans le groupe Thermador, nous avons l'ambition de doubler à peu près nos volumes et notre chiffre d'affaires et tous les chiffres qui vont avec tous les 10 ans, ce qui correspond à peu près à une croissance moyenne de 7% par an. Depuis 2019 que nous avons fixé ce cap, nous sommes en avance. Donc on peut se permettre, entre guillemets, une baisse de chiffre d'affaires en 2024, rien de catastrophique. Et nous restons convaincus que nous pouvons reprendre progressivement une croissance raisonnable pour tenir nos objectifs long terme. Alors les objectifs long terme sont des objectifs de chiffre d'affaires, là, tel que c'est représenté ici, mais pas uniquement. On souhaite conserver nos ratios et respecter toutes les parties prenantes, que ce soit les salariés, les fournisseurs, les clients, bien évidemment, les investisseurs, de manière à ce que toutes ces parties prenantes continuent à suivre et à adhérer au projet Thermador. Un regard rapide sur le parcours boursier. Alors vous allez me dire, il n'y a pas la journée d'aujourd'hui qui est fortement négative. Vous pourrez regarder ça en direct sur notre site internet demain, puisque cette courbe qui représente le rendement global dividende réinvesti sur 10 ans est disponible sur la première page de notre site internet. Il suffit de faire dérouler cette première page. Donc ça date du 29 juillet au soir, et on restait quand même sur des rendements moyens sur 10 ans, largement supérieurs à 11% et largement supérieurs au CAC 40. Oui, vous l'avez sans doute lu dans la lettre aux actionnaires, que nous comptons, et c'est, je dirais, tout à fait cohérent avec la position de trésorerie actuelle, nous comptons bien continuer à minima à maintenir le dividende. Vous savez que ça fait partie des points particuliers du groupe Thermador. Depuis que nous nous sommes introduits en bourse, nous n'avons jamais baissé le dividende et nous ne comptons pas le baisser au titre de l'année 2025 sur le dividende versé, au titre de l'année 2024 sur le dividende versé en 2025. Voilà, j'en ai terminé pour les perspectives. Nous avons fini avec cette présentation et on peut maintenant attaquer les questions. Alors, on avait une première question de Thierry qui nous posait la question à l'international. Je crois avoir vu ça. Comment est la situation dans les autres pays? C'est-à-dire que dans les pays où on est présent, c'est essentiellement... Enfin oui, il y a quand même Safeco. Alors, la situation du bâtiment, déjà, elle est quand même préoccupante, enfin en tout cas mauvaise partout en Europe. C'est lié aussi au taux d'intérêt. Mais nous, on le mesure aussi autour d'une activité qui nous intéresse, qui est la pompe à chaleur. Alors, nous ne sommes pas fabricants de pompes à chaleur, nous sommes accessoiristes. Nous fournissons des équipements pour que ces pompes à chaleur fonctionnent bien. Et nous savons que partout en Europe, ce marché de la pompe à chaleur a beaucoup cru et c'est quasiment stoppé, ou en tout cas fortement réduit. Nous le savons parce que notre principal fournisseur, la Calefi, est lui-même fournisseur de certains de ces fabricants de pompes à chaleur, et on a des échos partout en Europe de baisses extrêmement importantes sur ces marchés.
On vous a montré effectivement l'impact, enfin en tout cas les mesures de l'activité industrielle en Europe, et vous voyez que c'est à peu près la même chose en Europe et en France, assez négatif. Voilà. Sur l'impact global, la France est particulièrement touchée, si on se réfère à 2023, aussi parce que nous étions montés très haut en 2021 et 2022. Il ne faut pas oublier d'où on vient, et ça permet de relativiser aussi, je pense, la baisse. On peut peut-être quand même parler de la performance de nos filiales qui sont en fait actives sur d'autres pays, puisqu'on a quand même Safeco qui est sur la partie internationale, et on voit que c'est une des filiales dont le chiffre d'affaires a progressé à fin juin. Nous avions Sodeco et donc est notre filiale qui est présente à la fois en Allemagne, Pays-Bas et la Belgique. Son marché le plus fort, c'est la Belgique, puisque c'est là où ils ont leur principale, leur maison mère. Et effectivement, c'est une activité qui est liée à l'industrie, mais qui est liée à du projet. Donc les moins 6,1%, c'est pas forcément, ça peut être du décalage, puisque l'année dernière, ils avaient livré un projet jusqu'à fin juin 2023, ce qui fait qu'ils avaient pris le chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas, ça fait partie des explications. Et après, on peut parler quand même de Rousseau SA, qui est dans la robinetterie sanitaire en Espagne, et qui, elle, est plutôt... Ces chiffres, en fait, sont consolidés sur la ligne Odrea. Et il y a eu une tendance d'activité qui était plutôt positive pour cette filiale, en progression. Les promoteurs sont très négatifs, avec un impact pour les constructeurs l'année prochaine. Là, on revient sur... en fait, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. On revient sur le marché du logement neuf, qui reste aujourd'hui sinistré, avec effectivement beaucoup de promoteurs, voire de constructeurs de maisons individuelles qui se trouvent en forte difficulté. Alors là encore, on attend les signaux positifs du marché qui n'arrivent pas. Et je rappelle que ça impacte principalement deux de nos filiales, PB Tube et Thermacome. Mais je n'en sais pas tellement plus aujourd'hui, si ce n'est que ce que j'ai dit tout à l'heure est valable. Tout de même, la baisse des taux d'intérêt peut être un déclencheur d'une amélioration de marché. Quelle est votre vision du marché à partir de septembre en France? Êtes-vous sur la même tendance que le S1? Alors, on ne rentre pas dans ce détail dans le groupe Thermador. On ne donne pas d'objectifs court terme ou même d'objectifs annuels pour éviter d'avoir à se contredire ou à refaire des objectifs. Logiquement, on devrait être quand même sur la deuxième partie de l'année, sur une tendance moins mauvaise que le S1, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez du graphe que je vous ai montré, l'année 2023 était partagée entre un premier trimestre positif et 3 trimestres qui suivaient négatifs. Donc, on a un référentiel 2023 qui est moins difficile sur le S2. Donc, logiquement, il devrait y avoir une amélioration tout de même. Et pour rappel, les tendances en fait, sur le S1 2024, on était quand même, la rénovation énergétique, parce que ça, c'est vraiment, ça nous a beaucoup impacté. Et ce qu'on avait vu, c'est que le deuxième semestre 2023, on avait déjà en fait vu ces baisses importantes de l'ordre de 30%. Donc logiquement, l'effet de base déjà sur ce pont d'activité, donc ça concerne essentiellement Thermador et Isocel, deux de nos filiales, on a un effet de base qui était déjà impacté sur le deuxième semestre 2023 de façon de 30%. Et là, on était, Thermador à fin juin 2024, on était à moins 34%. Donc logiquement, sur ces activités-là, on devrait avoir un effet de base qui devrait être positif. Mais on a quand même donné la tendance sur juillet, ça, pour rappel. Oui, voilà. Sur juillet, on vous a donné la tendance à moins 13. Il y a aussi quelque chose qu'on a rappelé dans la lettre aux actionnaires et sur lequel on ne peut pas grand-chose, c'est la météo. Malheureusement, c'est vraiment l'année de toutes les mauvaises nouvelles. Malheureusement, nous avons eu, comme vous le savez, un printemps extrêmement pluvieux. Ce printemps extrêmement pluvieux n'est pas du tout favorable à nos activités d'arrosage et donc a défavorablement impacté à la fois Jetly et Odrea. Nous estimons notre perte de chiffre d'affaires sur le premier semestre de 4,2 millions d'euros sur ce marché de l'arrosage. Alors la question qui vient souvent, c'est est-ce que vous allez récupérer ce chiffre d'affaires sur la deuxième partie de l'année si on a du beau temps? On peut en récupérer un petit peu, mais tout ce qui est perdu sur le printemps est quasiment perdu pour 2024. Il y aura sans doute, alors je l'espère, un effet de rattrapage sur 2025 si on a une météo normale. Mais pour l'instant, sur l'année 2024, je dirais qu'il n'y aura pas d'effet de rattrapage significatif.
Mais quelque part, on aura déjà le stock et on peut se dire qu'on sera prêt pour la saison 2025 et il y aura un effet cash positif puisqu'on aura déjà payé le stock sur 2024. Alors, il y a une question qui est tout particulièrement adressée à Patricia. Avez-vous, chère Patricia, une réflexion sur votre structure financière? Pourquoi ne faites-vous pas jouer plus l'effet de levier? Alors, Patricia, pourquoi est-ce que tu ne fais pas jouer un peu plus l'effet de levier? Alors pour faire jouer l'effet de levier, ça serait quoi? Ça serait On augmente la dette Voilà. Mais augmenter la dette, les dettes que l'on a sont en lien avec des acquisitions. Et quelque part, on a effectivement une acquisition qu'on va finaliser demain, mais qui est à hauteur de 3,5 millions. Donc c'est un montant qui est là. Et après, c'est trouver en fait des cibles qui correspondent. Donc on l'a rappelé, mais on continue de le rappeler, c'est que ce qui nous intéresse, enfin, un des objectifs, c'est de développer en fait l'international, puisqu'on voit bien, et ça, les chiffres à fin juin 2024 sont là aussi pour le montrer, c'est qu'on est très dépendant par rapport à la France. Et donc réduire cette dépendance, c'est développer le chiffre d'affaires fait à l'international. Pour ça, on a Safeco, on a Sodeco, on a aussi Rousseau, on a un certain nombre de filiales qui œuvrent à l'extérieur, mais quelque part, le rapport, il est déséquilibré et c'est trouver des cibles à l'international. Donc on est un peu focalisé sur la partie robinetterie industrielle parce qu'on sait qu'on a quand même des vrais avantages par rapport à ce type de marché. Et donc on continue d'être attentif aux cibles potentielles qu'il peut y avoir sur le marché. Alors, pour l'instant, oui. pardon, je vais terminer. Pardon, excuse-moi. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de cible majeure voilà, pour pouvoir contracter de la dette. Voilà. Et ça, nous n'avons pas en fait de cible importante actuellement. Voilà, donc la première réponse de Patricia, c'est on ne va pas faire des acquisitions pour le plaisir de le faire. Il faut vraiment que ça soit en ligne avec notre stratégie. La deuxième chose, c'est que nous sommes par nature des personnes qui aimons la liberté et nous ne souhaitons pas, de toute façon, avoir un niveau de dette trop important dans le groupe Thermador, ce que nous n'avons jamais eu. Alors quand Guy Vincent nous a transmis le pouvoir opérationnel dans le groupe Thermador, il nous a quand même conseillé de ne pas trop utiliser, je dirais même de ne pas utiliser la dette. Alors on l'a un petit peu utilisé raisonnablement et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, surtout dans la période où les taux d'intérêt se sont retournés, nous n'avons pas du tout été pénalisés. Au contraire, puisque aujourd'hui on a même un bénéfice financier, comme Patricia vous l'a dit tout à l'heure. Donc je pense que pour la solidité, la pérennité de notre groupe, pour la solidité aussi de notre stock, puisque notre business model est basé sur le stock, il faut qu'on garde ces structures financières extrêmement solides, qui pour nous est un atout long terme. Après, l'autre question, c'est pourquoi ne pas favoriser le rachat d'actions aux dividendes et il y a des niveaux de cours où le rachat serait intéressant. Donc on l'a rappelé dans la lettre aux actionnaires, on a confié un mandat de rachat d'actions au CIC Market Solutions à hauteur de 30 000 titres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait par le passé. Et donc là, on l'a mis en place et on nous a fait un point en fait, du nombre d'actions rachetées. Donc tout ça, ça nous permettra après de réfléchir sur des packages rémunération long terme. Mais ça effectivement, c'est quelque chose que nous avons en fait mis en place. Et pourquoi? Parce qu'on a une résolution au niveau de notre qui a été votée en Assemblée générale qui nous permet en fait de racheter nos actions et de mettre cela en place. Donc après, est-ce qu'on ira plus loin? Je pense que Guillaume veut s'exprimer par rapport à ça. Oui, ce rachat d'actions n'est pas un rachat qui est destiné à annuler les actions. Parce que l'effet de levier pour les effectivement, ce serait que nous rachetions des actions et que nous annulions ces actions de manière à faire monter forcément les titres restants sur le marché. On est plus sur un principe de rémunération. Ce n'est pas du tout notre intention. On peut utiliser ces actions, alors sur la résolution qu'on a utilisée pour racheter ces actions, il y a multiples possibilités d'utilisation de ces actions, dont des actions de performance, mais également on peut utiliser ces actions pour de futures transactions ou futures acquisitions. Voilà, donc il n'y a pas de volonté de diminuer le capital. Je voudrais aussi rajouter que la liquidité du titre, le nombre de titres vendus tous les jours, pour des investisseurs institutionnels, reste aujourd'hui un petit peu trop faible.
Et donc, assécher le marché en annulant des titres serait aller dans le mauvais sens de la liquidité du titre. C'est pour ça qu'il ne faut pas escompter d'annulation de titres ou dans le futur. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous avons tout de même, sur le long terme, des retours dividendes réinvestis qui sont excellents. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut focaliser ou mesurer notre performance financière à long terme et nous comparer à d'autres sociétés. Après, il y a une autre question qui dit, ne pensez-vous que la situation politique actuelle ne risque pas encore plus de retarder une éventuelle reprise dans le secteur du bâtiment? Bah si, ça clairement, c'est pas bon du tout. C'est une mauvaise nouvelle supplémentaire, donc je n'ai pas voulu en parler dans la lettre aux actionnaires parce que ça faisait un peu beaucoup. Mais on a bien vu et on a discuté avec des acteurs du bâtiment, l'annonce de dissolution a été un coup d'arrêt sur beaucoup de projets. D'ailleurs, on le voit dans les logements, sur le nombre de permis de construire au mois de juin, ça continue à baisser. Donc malheureusement, cette séquence politique n'est pas favorable au secteur du bâtiment, en espérant que cette séquence se termine bientôt pour repartir sur quelque chose de plus stable. Après, si le cours se maintenait à un niveau bas, pourriez-vous poursuivre les rachats d'actions? Là, on a déjà en fait quelque chose qui est en cours. Pour l'instant, on n'a pas prévu, on s'était donné jusqu'à fin décembre en fait, pour acheter les 30 000 actions. Donc voilà, donc je redis, on est quand même sur une réflexion en lien, il y a une question qui va revenir un petit peu plus tard, mais on a fait voter 2 résolutions sur les distributions d'actions gratuites. Et on est en fait sur cette partie-là, puisque je rappelle, un des indicateurs clés du groupe Thermador, c'est le développement de l'actionnariat salarié. Et on est en fait sur des réflexions sur comment en fait, aussi convaincre nos salariés de devenir actionnaires, puisqu'ils ne sont pas tous actionnaires. Ils sont beaucoup adhérents de notre plan d'épargne entreprise, mais en fait, on a des actionnaires directs qui sont des salariés qui sont depuis très longtemps là dans le groupe, dans les filiales. Et on a quelques difficultés à convaincre les nouveaux salariés qui viennent nous rejoindre. Donc voilà. Donc on est pour l'instant sur cette opération. Et les 30 000 en fait sont... Voilà. Mais après on verra, c'est une première expérience, racheter nos actions, confier un mandat, on l'expérimente et on verra ce qu'on fera en lien avec... peut-être des opérations de croissance externe ou à nouveau de la rémunération long terme. Voilà, alors une petite précision, ça mobilise du cash, le rachat d'actions. Donc il faut aussi qu'en parallèle, on gère bien notre cash de manière à ne pas se retrouver en situation difficile, par exemple au mois d'avril 2025, pour payer les dividendes. Donc tout ça, c'est un arbitrage et un équilibre qu'il faut trouver. Y a-t-il des filiales en perte? Alors, il n'y a pas des filiales en perte, il y a une société qui a un compte d'exploitation négatif, ce n'est pas une nouveauté, puisque depuis qu'on a créé Accelère, il y a quelques années, cette société est déficitaire. Accelère, qui est notre filiale spécialisée dans la circulation d'air et le traitement d'air dans les bâtiments. Pour autant, on continue à investir, on a renforcé le capital récemment, de manière à nous faire doucement, parce que c'est un marché qui est quand même très compétitif, une place sur ce marché de la circulation d'air. Nous considérons que la gestion et la maîtrise de la circulation d'air dans les bâtiments est un enjeu important pour le groupe, parce qu'on va avoir affaire de plus en plus à des bâtis ultra isolés, ultra étanches. Donc on est persévérant. Alors ce ne sont pas des pertes abyssales à l'échelle du groupe, on peut se les permettre, mais on considère que ça vaut la peine d'investir de manière à être présent sur ce marché. Et on remercie la particulière implication des salariés de la société Accelère, qui travaillent d'arrache-pied pour atteindre ce point d'équilibre, dans un marché, je l'ai dit, difficile, et là, pas de chance, sur un marché qui est en forte baisse cette année. Donc Accelère arrive à maintenir son chiffre d'affaires sur le début de l'année, ou en tout cas quasiment le maintenir. On est à moins 0,5. Mais il faut voir que dans le bâtiment, les performances sont extrêmement négatives. Donc c'est plutôt une prise de part de marché sur ces produits par Accelère. Et après, je rappelle que nous avons procédé à une augmentation de capital pour cette société. Donc on continue en fait d'injecter en fait, des moyens financiers et de la trésorerie pour permettre le développement de cette filiale. Merci pour votre réponse sur la structure financière. J'ai une autre question. Si on prend une hypothèse de baisse des prix de 1%,
quelle est la croissance moyenne du volume que vous estimez nécessaire pour maintenir votre résultat d'exploitation? Alors, on ne raisonne pas comme ça dans le groupe Thermador. Alors, Patricia vous a donné des éléments sur la partie variable, la partie fixe des coûts. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est travailler à long terme. Donc, on n'a pas les yeux rivés sur le compte d'exploitation 2024, même si c'est quand même un élément qu'on communique, hein, puisque c'est un élément crucial. Ce qu'on souhaite faire, c'est bien travailler à long terme, de manière à éventuellement, pendant ces périodes difficiles, gagner des parts de marché et être en posture de pouvoir redécoller avec le redécollage de l'activité. Donc, pas de calcul de ce type-là aujourd'hui. On essaye effectivement de maintenir nos marges commerciales, à la fois quand les produits sont à la hausse, mais à la fois quand les produits sont à la baisse, hein. Je pense que c'est quelque chose qui a bien fonctionné sur les 10 dernières années. On ne souhaite pas trop changer notre façon de faire. Après, il y a une question de Jean-Pierre que nous allons saluer. Où en est votre réflexion sur le projet d'attribution gratuite aux salariés autorisé par l'AG, mais mal compris par les salariés votant à la dite AG? Eh bien, on a continué de travailler sur le sujet. Voilà, effectivement, on a perçu un certain nombre de messages. Donc voilà, donc on est en train à nouveau de réfléchir. Le programme de rachat d'actions va peut-être nous donner d'autres moyens de réflexion. Et on est en fait, voilà, on a pour l'instant, il y avait une délégation possible de nous donner au conseil d'administration pour pouvoir mettre en place ces plans d'action gratuites. Et nous avons pris la décision pour l'instant de ne pas actionner ces plans d'action gratuites. Alors, je vais aller un peu plus loin dans les... Donc, il y a un groupe de travail qui avait travaillé sur ce sujet qui s'est reconstitué pour faire de nouvelles propositions à l'Assemblée générale 2025. Pourquoi est-ce que nous avons finalement renoncé? C'est qu'il y avait à peu près 30% des salariés qui s'opposaient fermement à ce projet, ou en tout cas à la détention d'actions. Et c'était pour moi gênant de mener un projet de cette ampleur, sachant qu'il y a une partie très significative des salariés qui étaient opposés. Alors déjà, changement de vocabulaire, nous ne parlerons plus d'actions gratuites, mais d'actions de performance. Ça, c'est acté. Après, ce qu'on souhaite imaginer, et on travaille là-dessus, c'est une proposition à double volet. Un volet orienté sur les salariés qui souhaitent investir en actions, et un volet sur les salariés qui préfèrent une rémunération plus court terme. Et essayer de trouver un équilibre sur ces deux volets, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Mais c'est toujours dans l'objectif de développer en fait, de l'actionnariat salarié. On a quand même l'outil de l'épargne salariale qui est présent et qui marche bien en fait, dans notre groupe. Voilà, donc ça c'est, on a en plus au niveau français, c'est vrai qu'on a quand même le gouvernement qui a voté des nouveaux décrets qui permettent d'utiliser son épargne salariale pour d'autres cas de déblocage. Donc il y a vraiment en fait un travail qui est fait pour rendre très attractif l'épargne salariale. Donc ça, on va en bénéficier. Il y a la prime pour le partage de la valeur aussi qui va être en lien avec l'épargne salariale. Donc effectivement, il y a beaucoup en fait, d'outils possibles pour optimiser les rémunérations et le développement de l'épargne salariale. Donc on va continuer de travailler ces pistes-là. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues, hein. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de salariés qui sont sur ce webinaire. Donc n'hésitez pas à remonter vos idées, soit directement, soit vous pouvez passer aussi par vos représentants au conseil d'administration qui sont parfaitement au courant de nos différents projets. Mais qui les garde confidentiels pour le moment, parce que tant qu'on n'a pas décidé, les informations sont confidentielles. Bien, il est 18h44. Nous avons épuisé... Alors, ce n'est pas vous qu'on a épuisé, hein, parce que vous me semblez en pleine forme, mais on a épuisé vos questions. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances. Si c'est le cas... Non, pas tout à fait, pas encore. Pas encore. Comment expliquez-vous que vos salariés soient aussi peu disposés à être actionnaires ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il y a une partie significative de nos salariés, de l'ordre de 30%, qui ne sont pas intéressés par l'investissement en actions long terme. Donc, si on voit les choses de l'autre côté, il y a quand même une partie majoritaire des salariés, et ça se voit dans le groupe et notamment à la participation sur le FCPE, une partie très majoritaire des salariés qui sont disposés à le faire. Mais ce qu'on souhaiterait dans un projet, c'est embarquer tout le monde
avec un projet à double offre. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ça. Nos salariés sont fortement impliqués dans le capital et on voudrait les emmener un petit peu plus loin. Mais pour ça, il faut quand même embarquer tout le monde et pas oublier ceux qui ne sont pas fondamentalement intéressés par ce type d'investissement. En fait, c'est l'actionnariat direct, le fait de racheter une action. C'est vrai qu'on voit quand même dans les jeunes générations, on a une certaine réticence par rapport à ça. Et ça nous demande en fait un effort pour expliquer aussi ce que c'est une action, les marchés financiers. Donc il y a un effort à faire par rapport à cette communication et à convaincre les nouveaux arrivants de nous rejoindre en tant qu'actionnaires. Et ça nous prend, ça prend un petit peu plus on doit plus argumenter. En face, on a le plan d'épargne entreprise où c'est vraiment de l'indirect. Et comme on met un abondement qui est quand même significatif, c'est vrai que cette offre-là paraît plus avantageuse que le fait de racheter une action sur le marché. Donc je rejoins quand même qu'effectivement, on a dit à un moment donné que nos salariés étaient peut-être un peu moins disposés à être actionnaires en direct. Alors, une question d'Olivier. Pour augmenter la liquidité du titre, pourquoi ne pas procéder à des attributions gratuites? Effectivement, ça augmente le nombre de titres sur le marché et donc potentiellement le nombre de titres achetés et vendus tous les jours. Mais en tout cas, ça n'augmente pas du tout la valeur de l'entreprise. Donc, ça amène à une dilution qui est la même, enfin qui est proportionnelle au nombre d'actions diffusées sur le marché. Donc, l'action gratuite, pour moi, c'est une opération marketing. Vous le savez, j'ai une position assez claire là-dessus, qui coûte à l'entreprise. Puisque c'est facturé par Euronext. Mais un petit peu moins. Ils ont fait un effort sur leur facturation. On peut le saluer. Le coût est raisonnable, mais de toute façon, de toute manière, c'est quand même un coût. Il n'y a aucun enrichissement pour l'actionnaire. Donc aujourd'hui, je ne vois pas bien l'intérêt que ça peut représenter, même si c'est apprécié par beaucoup d'actionnaires individuels. Et on préfère limiter les coûts et rester simple. Il y a aussi un autre phénomène qui est en train de se mettre en place, c'est la possibilité, avec des outils digitaux modernes, d'investir sur des fractions d'actions. Et à une époque, on avait tendance à mettre plus de titres sur le marché pour limiter le prix facial d'une action. Il y avait une espèce de barrière à 100 € en disant au-delà de 100 €, une action est chère, donc il faut mettre plus d'actions sur le marché pour maintenir l'action à un prix inférieur à 100 €. Tout ça, c'est en train de voler en éclats avec la possibilité pour les jeunes, et les jeunes sont particulièrement friands de ce type d'investissement, d'investir sur des fractions de titres qui permet de remettre de la liquidité sur le marché. Donc, pas de projet d'action gratuite. Encore une fois, je vous en prie, regardez, si vous voulez comparer la performance du groupe Thermador à d'autres, regardez sur une période de 10 ans ou 5 ans le retour sur les dividendes réinvestis, parce que là, c'est le juge de paix intraitable. D'ailleurs, on voit que sur du long terme, et si vous voulez creuser un petit peu le sujet, vous verrez que c'est assez intéressant, sur du long terme, ce retour dividende réinvesti est assez proche du retour sur les capitaux employés. Et donc c'est un ratio financier qui nous paraît extrêmement intéressant. Plus de questions pour ce soir? Je pense que c'était la dernière de la part de 18h48. Je pense qu'on vous a dit l'essentiel. Oui, je pense que par rapport à la lettre aux actionnaires, donc on a bien parlé du rachat d'actions, on a parlé de l'acquisition que nous allons finaliser demain, de Compteur Énergie et OT Métrique qui est MyMeter Info. Donc on peut déjà souhaiter la bienvenue à Thierry et Olivier qui sont sur les derniers documents, donc qui ne participent pas, mais pourtant Olivier est déjà actionnaire de notre groupe. Voilà, et puis autrement, je pense qu'on n'a pas d'autres. On va peut-être parler de la prochaine publication, puisque on aura. Oui, compris. Donc la prochaine publication, donc, ce sera le chiffre d'affaires à fin septembre, et donc logiquement, on refera, donc, comme à l'accoutumée, un webinaire pour vous commenter la performance du T3. Voilà, donc on peut vous dire donc rendez-vous à mi-octobre. À peu près, je pense, la date exacte. Alors, on va regarder. La date exacte, c'est... C'est le 16 octobre.
Donc c'est Toujours 16 toujours octobre, 18h. 18h. Voilà, on garde le même horaire. Bien. Eh bien, écoutez, plus de souhaiter- questions. On peut souhaiter très bonnes vacances, Voilà. quand même, très bon été. Très bel été, beaucoup de soleil, un petit peu de pluie, beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques, d'excellentes vacances, beaucoup de repos. Et on souhaite vous retrouver pour ce webinaire au mois d'octobre. À très bientôt. À bientôt.